Sous la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Marine Join, doctorante en psychologie. Bonjour Marine. Bonjour Élodie. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui parce que tu as un parcours que j'ai très envie de découvrir. Donc je suis trop contente que tu me racontes tout ça au micro. On va commencer traditionnellement. Donc tu es doctorante en psychologie en première année, c'est ça ? Oui, c'est ça, je la termine là. Tu la termines, donc bientôt deuxième. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur quoi portent tes recherches ? Alors, mon travail de recherche s'intitule Impact de l'improvisation théâtrale sur les compétences des étudiants et notamment c'est sur l'aspect à la fois pédagogique et psychologique. Ouais. Voilà. Donc, en fait, je crée, l'un des objectifs de cette thèse, c'est de créer un programme d'improvisation théâtrale et d'associer ça avec du jeu de rôle, donc dans les mises en situation, pour développer les compétences des étudiants. Donc, c'est dans différentes disciplines, comme par exemple l'orthophonie ou le management. Et ça développe quoi comme compétences ? Et ben, c'est l'objectif en fait de la thèse. Voilà. Ouais. Donc, il y a déjà eu des études qui ont été menées, notamment les compétences de communication des étudiants en santé. Il y avait un travail de thèse juste avant moi qui était sur ça et sur auprès des étudiants en santé et il y avait une amélioration notamment de leur communication. Après, il y a toutes les dimensions aussi psychologiques comme la gestion de l'incertitude, la créativité. La recherche autour de l'improvisation théâtrale, ça fait 20 ans à peu près, donc voilà, on commence à avoir plus de données. Et là, l'objectif, ça va être d'axer ça sur d'autres étudiants, pas que en santé, et de regarder un peu les compétences. Du coup, moi, je serais plutôt sur les soft skills, c'est plutôt les compétences psychosociales, etc. Donc voilà, c'est un peu l'objectif là de définir dans mes problématiques de recherche quelles compétences je vais viser. Donc tu m'as dit que tu développais un programme d'improvisation. Donc, qu'est-ce que tu appelles programme d'improvisation ? C'est vraiment genre un programme sur lequel vous allez avoir un groupe d'étudiants, une espèce de petite troupe qui va improviser et du coup tester les différents types d'impro, etc. Ou ouais, c'est une question naïve. Non. En fait, c'est parce que l'improvisation, donc moi je suis plus axée sur l'improvisation appliquée, donc c'est-à-dire que je réutilise les outils de l'improvisation théâtrale, donc on sort du domaine artistique pour l'appliquer à un autre domaine. Donc là par exemple, je vais parler de ce que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire en orthophonie. Donc on utilise par exemple des exercices d'écoute, de mise en scène, etc. pour les appliquer au domaine de l'orthophonie et donc développer des compétences par rapport à ce qui est attendu en ortho. Donc, par exemple, sur l'écoute active, le fait d'avoir des gestes illustrateurs quand on communique avec le patient, etc. Donc ça, c'est tout plein de choses que l'on travaille avec l'improvisation. Ouais. Et donc, quand je dis construire un programme, c'est-à-dire que d'un point de vue pédagogique, je travaille avec l'orthophonie, la directrice pédagogique de l'orthophonie, les formatrices en impro. On part des besoins de l'orthophonie et on part des connaissances des improvisatrices pour créer un programme avec des objectifs clairs et nous, on va essayer de voir s'il y a un impact sur les compétences que l'on vise. C'est quelque chose... en fait, c'est parce qu'on suit l'approche par compétences à l'université qui veut un alignement pédagogique avec à la fois un choix des exercices en fonction des compétences que l'on vise et des outils d'évaluation qui sont adaptés pour évaluer la compétence en question. Bah, c'est super intéressant. Alors, il y a Mathieu Incelin qui bosse là-dessus, qui était l'épisode de 8, si je ne me trompe pas, de la première saison. Donc, si vous avez envie d'entendre parler quelqu'un qui fait ça aussi, c'était très intéressant. C'est mon directeur de thèse, donc je vous invite vraiment à aller écouter ses podcasts et à le suivre aussi sur LinkedIn parce que il fait des partages d'informations et tout. Donc, je fais de la pub pour mon directeur parce que c'est un super directeur. Oui. Il avait fait un Pint of Science aussi en ligne, Mathieu, il me semble. Je mettrai le lien, qui doit être d'ailleurs sous son épisode. Du coup, la question traditionnelle, est-ce que tu portes une blouse au labo ?
Alors, non, je ne porte pas de blouse. Par contre, moi, la blouse, c'est rigolo parce que c'est le symbole du soignant pour moi. Bah Et ça, oui. je pense que c'est du coup du fait de ma formation. C'est vrai, quand je vois un chercheur, je pense pas forcément à la blouse tout de suite. Ouais. Enfin, pour la petite anecdote, c'est quand j'étais en stage au Québec et que j'ai rencontré des étudiants qui faisaient un stage en sciences dures. J'ai vu qu'ils étaient avec des blouses et ça m'a surpris parce que pour moi, la blouse, c'était plutôt le symbole du soignant. Ouais. Donc, au labo, non, je suis habillée comme tout le monde. Et petit fun fact, en orthophonie à l'hôpital, elles sont obligées de porter des blouses, mais la plupart n'aiment pas trop parce qu'elles trouvent que ça met une barrière avec les patients et que c'est trop cette image de hiérarchie. Donc voilà, la blouse, c'est vrai que, enfin moi, je l'assimile plus soignant que chercheur, mais c'est drôle de voir l'image que ça représente. C'est trop Bah oui, drôle. et du coup, quand on a souvent, en fait, quand on parle avec, enfin, sur mes autres épisodes, la blouse, c'est souvent soit pour te protéger de manips sales ou pour protéger les manips, en fait. Par exemple, en astro, des fois, tu peux en avoir, c'est ce que disait Lucie l'épisode d'avant, pour protéger, pour pas qu'il y ait de cheveux, de poussière, etc. Donc, c'est vraiment quand tu dois être dans un environnement stérile. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé avec la blouse, mais soit pour protéger mes manips, soit pour me protéger moi, parce que c'était des trucs dégueulasses et que je voulais pas forcément... tu sais, pour une fois que je m'habille bien, je voulais pas que ça tombe sur mes vêtements. Voilà. Tu as parlé d'orthophonie. Tu vas nous expliquer ça parce qu'il me semble que dans ton parcours, là, tu parles beaucoup d'ortho. Il me semble que tu n'as pas commencé directement avec la recherche. Oui, c'est ça. J'ai un parcours assez atypique parce que je suis orthophoniste, mais je fais une thèse en psychologie et avec un aspect un peu pédagogie. Donc du coup, c'est vrai que ça fait un sacré métipote, mais c'est ça qui est intéressant. Mais c'est top. Et du coup, alors, on va repartir en arrière pour que tu nous racontes déjà la recherche, comment c'est venu, mais aussi l'orthophonie, enfin en gros ton parcours. Quand tu étais petite, tu voulais faire quoi ? Eh ben, quand j'étais petite, je voulais travailler dans le soin. Ça a toujours été une certitude. Après, je suis une grande fan aussi d'histoire. Enfin, dans ma famille, on fait beaucoup de visites de châteaux, etc. Donc, le côté intellectuel, connaître notre histoire, savoir d'où l'on part pour savoir où on va, c'est hyper important pour moi. Donc, il y avait un petit côté peut-être recherche derrière, mais je m'étais jamais dit, je vais devenir chercheuse en fait. Enfin, c'était jamais venu en tête. Et en fait, c'est plutôt l'orthophonie, je l'ai su très tôt, à l'âge, j'étais en cinquième. En cinquième, j'ai dit je vais être orthophoniste. Tu vois, pourquoi ça, parce que j'ai une histoire familiale, donc on est 4 enfants dans ma famille et le troisième, à 3 ans, ne parlait pas. Et c'est parce qu'en fait, il est dysphasique. Maintenant aussi, il a plusieurs 10 finalement. C'est quoi dysphasique du coup ? C'est le terme qu'on emploie avant, mais dans le tout le monde reconnaît comme dyslexie, dysphasie, tu vois. D'accord. Et là, en fait, une dysphasie, aujourd'hui, on appelle ça un trouble du langage oral. D'accord. Et en fait, c'est soit le versant expression, soit le versant compréhension qui est altéré. Et du coup, la personne a du mal à soit s'exprimer ou soit a du mal à mettre en forme ses idées. Donc là, c'était le cas de mon petit frère. Il comprenait plus ou moins quand même ce qu'on lui disait, parce qu'il arrivait à saisir le sens des mots. Mais alors, les créer dans sa tête et après les articuler, c'était difficile pour lui. Donc, ma maman est devenue maman au foyer pour pouvoir s'occuper de toute cette petite troupe et puis pour aider mon frère parce que les orthophonistes, il n'y en a pas beaucoup. C'était à 45 minutes de chez nous, il fallait faire l'aller-retour 2 fois par semaine. Donc, forcément, ça fait une dynamique familiale autour de ça. Et donc, je sais pas, je me suis dit, oh, ça a l'air d'être un métier chouette. Puis ma mère me disait, en tant que femme, c'est bien d'avoir un métier qui te permet de pouvoir allier vie perso et vie pro. Du coup... Tu fais de la recherche. Là, je fais de la recherche, elle va rigoler quand elle va entendre ça. Mais donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas. De toute façon, le soin. Puis moi, j'étais la première, la petite maman. La petite anecdote, souvent les événements de famille, mon frère, mon deuxième frère, il a 20 mois d'écart avec moi. À 18 ans, il était avec les adultes et moi, à 20 ans, j'étais avec les enfants, tu vois, au niveau de la place de la femme. Bon, voilà, on en rigole maintenant. Et donc, je me suis orientée vers ça, vers l'ortho. Et le désir de la recherche, il est arrivé en prépa. En prépa ortho. Mais donc là, du coup, tu es orthophoniste, tu pratiques ? Pas du tout. D'accord. Parce que j'ai une thèse financée. Donc, c'est-à-dire que je suis à plein temps sur mon travail. Donc, je ne peux pas travailler à côté en tant que clinicienne.
Non, mais tu aurais pu avant. C'est-à-dire que tu es orthophoniste. Oui, je peux. Là, j'ai un diplôme, Ouais, je peux c'est ça. m'installer dans un cabinet, surtout dans Ok. l'Aisne, il y en a besoin. D'accord. Ouais, donc voilà, bah, j'avais un maître de stage, pardon, qui m'avait sorti un jour. Moi, je lui avais parlé de mon désir de faire de la recherche. Ouais. Et comme dans l'Aisne, il n'y a personne, enfin, il n'y a pas grand monde. Après, une patiente, il m'avait dit, tu sais, tu seras jamais une Marie Curie, va être clinicienne, tu n'auras pas le temps de faire de la recherche, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de clinicienne, tu vois. Ok. Donc, sur le coup, C'est un peu dur. Ouais. c'est un peu dur, mais ça m'a donné envie d'aller encore plus loin. Donc, je le remercie d'une certaine manière, tu vois. Et donc, l'envie de faire de la recherche, c'est venu en prépa, tu disais? Ouais, en prépa. Ouais. Comment c'est venu? Alors, en fait, avant, parce que maintenant c'est plus le cas, en ortho, c'était un concours qui était assez dur. Tu vois, par exemple, à Amiens, on était 1800 à le passer pour 30 retenues à la fin. Ah ouais. Donc ça fait quand même... oui, voilà. Donc la plupart du temps, on faisait au moins 1 an de prépa. Et donc pendant la prépa, si tu veux, le concours, il y avait plusieurs exercices. Donc il y avait de la logique, il y avait aussi de la grammaire, de la culture générale, etc. Et il y avait des capacités d'analyse de texte, de rédaction et de résumé. D'accord. Et donc, pour s'entraîner, on s'entraînait sur des textes d'articles scientifiques. Ok. Et là, franchement, c'était ce que je préférais faire. Je trouvais ça super intéressant de voir comment est-ce qu'on arrivait à se questionner sur des processus de langage, etc. Donc, je m'étais dit, mais c'est génial, moi, je vais être chercheuse en orthophonie, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai fait... j'ai fait la prépa, j'ai eu le concours à Amiens, je suis arrivée à Amiens. Et dès le départ, j'ai dit à mes profs, moi, je veux être chercheuse. Ouais. Sauf que il y a pas de doctorat en orthophonie. Donc ça n'existe pas en France. Donc on est obligé de s'orienter après vers d'autres disciplines. D'où le fait que je me suis orientée vers la psychologie. Ok. Non, c'est fou. Et donc là, tu t'es orientée là-dessus, ça fait 1 an. La question qui tue. Qu'est-ce que tu comptes faire après? Alors je suis passée vraiment par toutes les questions. Au début, je voulais m'orienter vers l'enseignement. Ouais. Parce que l'aspect transmission, le long de mon parcours d'étudiante ortho, je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'était pas forcément le soin, mais c'était plutôt accompagner les gens. Et donc, le côté aussi transmission, parce que j'ai fait des formations et tout dans le cadre associatif, et j'adorais ça. Donc, je m'étais dit, devenir enseignante-chercheuse, ça serait très, très intéressant. Ouais. Sauf que maintenant que tu as un peu le pied dedans, tu vois les limites, tu vois les inconvénients, les défis. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup bouger, d'avoir des projets, d'être stimulé très, très régulièrement. Et en fait, je me dis, pourquoi pas, tu vois, être dans de la formation, mais pas de la formation publique, peut-être dans la formation privée, dans la vulgarisation scientifique, etc. Je suis en train de découvrir aussi d'autres domaines avec ma thèse. Donc, voilà, peut-être pas forcément être dans l'université, peut-être m'orienter vers du privé, donc à voir. À voir, on suivra ça. Mais du coup, toujours dans la formation. Oui, c'est ça, toujours la formation. Là, je suis engagée à Consulide, c'est sur Lille. Donc c'est un cabinet qui regroupe les doctorants de Lille, et là c'est en train de s'ouvrir à Amiens. Et les doctorants font un peu de consulting pour des entreprises et tout. Donc là, moi, je découvre un peu le monde du consulting. Et comme ça me permet de voir un peu ce que c'est et voir si ça me plaît aussi, cet aspect consulting, ou alors partir vraiment sur de la formation pure, etc. Super. Écoute, on va suivre ton aventure. Je mettrai les liens pour te suivre de toute façon. Merci. C'est LinkedIn? Ouais, c'est ça, LinkedIn, ouais. Je mettrai ton lien LinkedIn pour te suivre. Très bien. Alors, en dehors du labo, là, tu es en première année. Je suppose que ça va encore à peu près. Donc, tu dois encore avoir des hobbies. Oh oui. Qu'est-ce que tu fais en dehors du labo? Et notamment, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que tu fais de l'impro? Oui, je fais de l'impro. D'ailleurs, pour la petite histoire, je me suis lancée dans l'impro sans faire de l'impro avant. Quand j'avais fait mon premier stage de recherche en 3e année avec Mathieu Incelin, j'avais découvert le monde de l'impro comme ça, en fait, dans le cadre de la recherche. Pas du tout dans le cadre artistique. Ok. Et donc, en 4e année ortho, j'ai fait... en fait, en orthophonie à Amiens, on a 20 heures de cours d'improvisation. Donc, j'ai pu expérimenter pour la première fois l'impro. Et après, là, j'ai pris cette année des cours d'impro. D'accord. Voilà. Mais d'ailleurs, ce sujet de recherche, c'est parce qu'il t'intéressait, ou t'avais vraiment une envie d'étudier ça en particulier?
Parce que je sais qu'il y a deux façons de trouver son sujet de thèse. C'est soit un truc que tu veux absolument faire et tu le cherches, soit tu regardes ce qu'on te propose. Par exemple, moi, mon sujet de thèse, j'y avais absolument pas pensé. On m'a dit, il y a une thèse en génétique humaine, machin, et je suis allée là, en fait. Mais le sujet, c'était pas forcément un truc qui m'obsédait, tu vois. Ben moi, je suis plutôt comme toi. En fait, de base, pour revenir un peu sur l'ortho, quand j'ai dit que je voulais être chercheuse en orthophonie, donc je me suis rendu compte que je ne pouvais pas parce qu'il n'y avait pas de doctorat en orthophonie. Ouais. Donc, je me suis un peu renseignée auprès des profs et je me suis un peu pris une barrière parce que concrètement, eux, leur but, c'est de former des cliniciens et pas des chercheurs. Et ils m'ont dit qu'en orthophonie, on n'a pas un master, on a un grade master. C'est quoi ça? C'est une différence en fait au niveau, c'est pour l'argent en fait, comme ça t'es moins bien payé, tu vois, à l'hôpital, elles sont payées bac+3. Ça évite de payer comme si elles étaient bac+5, enfin voilà. Okay. Et donc, le grade master fait que tu ne peux pas forcément avoir accès à la thèse derrière. Donc, il faut faire un double master. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, dès la 3e année ortho, je me suis questionnée et je me suis dit, il faut que j'échange avec des gens qui font de la recherche. Donc, j'ai pris le contact de Mathieu Incelin et j'ai échangé avec lui et il m'a accueilli pendant 2 mois. Et c'est là que j'ai découvert l'impro. D'accord, ok. Donc, il m'a montré ce qu'il faisait, donc avec Julie de Wever, qui faisait sa thèse, je le disais tout à l'heure, sur la communication, notamment avec les étudiants en santé. Ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur 2 ans avec eux, avec Mathieu. Et en fait, arrivé en 5e année, moi, je lui avais déjà dit que je voulais faire de la recherche. J'étais partie au Québec pour avoir une autre vision du monde de la recherche aussi pendant 2 mois. Ouais. Et pour me faire d'expérience, que je me suis dit qu'il fallait que je monte, j'étais motivée, même si j'avais un grade master. Et donc, Mathieu m'a dit, j'ai un sujet de thèse où il y a de l'argent dessus. Est-ce que ça t'intéresserait? Et donc, j'ai postulé, j'ai passé les oraux et après, devant l'école doctorale. Voilà. Ok, non, mais parce que je me demande toujours, parce que même Mathieu, quand il m'avait parlé, je lui avais demandé s'il faisait de l'impro, mais c'est toujours des sujets, tu dis, est-ce que tu as envie d'étudier ça parce que tu as déjà fait l'impro et du coup, tu veux savoir quel est l'effet, ou en fait, tu découvres en travaillant dessus, quoi. Alors, le côté, moi, je me suis un peu ennuyée dans mes études parce que j'avais l'impression que c'était très magistral. Tu vois, les profs venaient avec le diapo et ils répétaient exactement le diapo. J'avais les cours de ma marraine, donc en fait, j'avais qu'à lire les cours. Donc, je me suis beaucoup ennuyée pendant mes études et moi, il me manquait un aspect très pratique. Donc, en fait, la thèse, c'est aussi une suite logique d'un manque que j'ai eu. En mode, il faut avoir un peu d'aspect pratique, en plus des stages, en fait, en cours, si tu veux rééduquer une personne et tout. C'est bien aussi de tester dans le cadre de l'école et pas forcément que en stage où, t'as quand même le stress avec la maître de stage, le fait que tu sois devant un vrai patient et tout. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis orientée vers cette thèse un peu de pédagogie active, parce que, en fait, c'était aussi un besoin que j'avais ressenti en tant qu'étudiante. Alors, pour les auditeurs et auditrices, je suis désolée, je pose un peu mes questions, pas forcément dans l'ordre aujourd'hui. Il faut dire qu'on enregistre ces épisodes cet été. Là, on est au mois de juillet et forcément, tu sens que les neurones ont besoin de vacances. Donc, voilà, j'aurais dû poser cette question-là avant, mais bon, écoutez, on suit le truc, on comprend. Et donc là, on va parler des hobbies et notamment donc l'impro. Tu en fais maintenant? Oui, j'en ai fait cette année. Là, je suis en train de voir si je vais reprendre avec une troupe sur Lille, parce que oui, je fais ma thèse à Amiens, mais je vis à Lille. D'accord. Donc, il y a ça aussi, la fatigue, de voir si c'est réalisable, tu vois, au niveau des allers-retours. Si le soir, je peux me dire que je travaille, après faire de l'impro de 19h à 21h, tu vois, c'est aussi de la fatigue. Donc, j'aimerais bien continuer. Et sinon, mes hobbies, alors ce que je fais beaucoup, c'est j'ai la carte UJC Lille. Et donc, ciné, voilà, du ciné. Avec mon compagnon, on est très très fan de cinéma. Donc, cinéma, comme là, je suis allée voir Le Comte de Monte Cristo que je recommande. Très bien. Justement, j'allais te demander, tu vois, tu poses des questions avant même que j'ai besoin de le faire. Quel était le dernier film que tu es allé voir? Alors, c'était pas celui-là. Le dernier, c'était To the Moon avec... Ah oui, Fly Me to the Moon. Ah oui, c'est ça. Qui était très sympa aussi. Mais voilà, si jamais il y a un film de l'été à voir, c'est bien Monte Cristo. Et donc, on y va à peu près 4 fois par mois. Donc, ça, c'est un bon rythme. Et c'est vraiment hyper chouette parce que ça te permet d'avoir aussi un aspect critique sur le monde de l'art, de comment est-ce qu'ils construisent les personnages, comment est-ce qu'ils construisent le montage et tout. Donc, il y a un côté un peu recherche, je pense, qui me plaît aussi derrière. Et ce que je préfère, c'est les avant-premières. Parce que du coup, tu es avec les artistes et... Tu peux leur poser des questions. Exactement. Et ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant.
Donc, c'est excellent. Mais du coup, les discussions du cinéma doivent être intéressantes avec toi parce que tu vois vraiment comment ils construisent l'histoire, etc. Ton compagnon, c'est la même chose ou lui, il est plutôt sur le montage. Bah, forcément, c'est son domaine. Donc, il est plutôt dans le montage, sur comment est-ce que c'est filmé, sur l'image, le son. Enfin, voilà, il y avait... par exemple, il y avait La Zone d'intérêt. C'est un film qui parle d'Auschwitz. Et en fait, pendant 5 minutes, l'écran est noir et t'as un son pendant 5 minutes et lui il était là en mode c'est super et tout, moi j'étais en mode ça me fait peur, mais lui il était en mode c'est quelque chose d'incroyable, enfin tu vois, donc c'est rigolo parce que du coup on se complète et c'est hyper intéressant. Bah ouais, ça doit être sympa, vos discussions doivent être très très intéressantes à la sortie des films. Est-ce que tu as d'autres hobbies que ça? J'adore alors un corps sain dans un esprit sain, non c'est l'inverse, un esprit sain dans un corps sain. Ouais, donc tu fais du sport? Je fais du sport, enfin c'est hyper important pour moi d'évacuer, donc je fais du sport à la maison parce que c'est plus simple, mais je fais aussi de la natation et on fait de la randonnée, du trek avec le petit sac à dos, la tente, la nourriture et tout. Et le gros sac à dos du coup. Ouais, le gros, on est plutôt sur du 10 ou 11 kilos. Ouais, c'est bien parce que moi j'arrive pas à passer sous 15 kilos et je peux vous dire que c'est lourd 15. Ouais, c'est lourd. Ouais, j'ai déjà fait 17, c'était mon premier trek, ça a été dur. C'est une erreur, 17 c'est pareil, j'avais eu je crois une année 17 kilos. En fait, je crois qu'il y a une règle par rapport à ton... Je crois que c'est 8% de ton poids. Oui, c'est ça, ouais. Et je crois qu'à l'époque, je vais pas faire le calcul, mais 17 kilos, c'est beaucoup trop lourd, c'est une horreur. 10, 11, c'est très bien. Vous partez combien de jours en général? Là, on va partir 10 jours à peu près et on part en Auvergne. Parce qu'à chaque fois, je me trompe. Je suis très nulle en géographie. Ça, c'est vraiment... Du coup, j'avais dit qu'on partait en Ardèche et c'était pas du tout... Enfin, Clermont-Ferrand, c'est pas l'Ardèche, en fait. Pas du tout. Et t'as fait quoi jusque-là comme rando? Donc, c'est itinérante. Vous mangez, vous prenez tout et votre tente et tout? Ouais, c'est ça. Donc, on l'a fait 2 fois. À partir de l'année dernière, ça fait 1 an vraiment qu'on s'est mis à fond. Sinon, moi, je faisais avant à la montagne parce que j'adore la montagne, de marcher, mais plutôt sur la journée. Et après, j'avais fait dans le cadre du scoutisme où on fait ça s'appelle des raids et on part avec le sac pendant 2-3 jours. Donc là, vraiment, c'est maintenant, on est vraiment sur une dizaine de jours. Ouais. Et l'année dernière, on avait relié Saint-Malo, Saint-Brieuc. Ah, sur 34 ? Ah non, ça m'a... GR34, c'est ça, ouais. Eh ben, on en a parlé, c'est excellent. Les gens vont croire que je choisis, parce que je suis une grosse randonneuse aussi, ils vont croire que je choisis mes invités à cause de la rando. Ah, c'est rigolo. Parce que Lucie parlait du GR34 justement dans l'épisode d'avant, donc si vous avez envie d'écouter parler du GR34, vous pouvez. Trop drôle. Le GR34, donc si vous connaissez pas, c'est le sentier de randonnée qui fait tout le tour de la Bretagne et qui est magnifique d'ailleurs. Ah ouais, c'est super beau. Et Mélana, vous avez fait une grosse partie Saint-Brieuc-Saint-Malo? On a fait à peu près 200 km, ouais. Ouais. En 10 jours? Ah oui, parce qu'il est plat celui-là. Ouais. 7-8. Oh, bien. On a bien marché. Ouais, et puis c'est pas comme la montagne, parce que c'est vrai que les GR de montagne, je crois que le pire qu'on s'est fait, c'est le GR58 dans le Queyras. Lui, il est très très vénère parce qu'en fait, tu montes à peu près 1000 mètres d'altitude tous les jours, mais en fait, tu montes et tu descends. Donc, à chaque fois que tu montes sur un col, tu regardes et tu te dis tu redescends et voilà. Et par contre il est génial parce qu'on fait beaucoup de vallées et c'est une boucle qui est vraiment vraiment très très belle et voilà, je conseille. Trop chouette. Enfin moi ce que j'aime avec la montagne, enfin je sais pas si toi ça te fait ça aussi, c'est comme t'es obligé de te déconnecter, t'es vraiment avec tes besoins primaires. Enfin tu vois, on doit savoir où dormir, comment on gère son eau, son alimentation, tu vois, on est vraiment sur l'essentiel et sur l'humain aussi parce qu'on rencontre des gens et on rencontre des gens dans le sport ou alors vraiment des gens enfin les Bretons, ils étaient vraiment sympas, ça nous arrivait 2 ou 3 fois de s'arrêter pendant 2 heures et de parler avec des locaux, tu vois, et du coup c'est hyper intéressant et hyper enrichissant en fait comme expérience, ça change. Les randos, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un super moyen de déconnecter. En plus on souffre bien, donc en fait moi j'aime bien parce que je trouve que du coup ça permet vraiment de... Voilà, on se fait très mal, on est aussi loin, on dort tranquille, on est loin de tout le monde, on est complètement déconnecté dans une espèce de petite bulle. C'est vraiment cool. Ouais, donc là, du coup, on va aller à Clermont. Faut y aller, on y va en train. Donc, heureusement qu'il y a le pass-rail, tu vois, enfin, on en profite. Oui, c'est clair. Et puis surtout, vous faites une boucle? Oui, c'est ça, on fait tous les monts, en fait. Alors, j'ai plus le nom, je suis désolée. On fait le Mont d'Or. Je crois que c'est ça. Ouais. Pas le fromage. C'est pas le fromage, oui, c'est ça. Quand je dis, j'espère que je dis pas une bêtise, parce que sinon on va encore se moquer de moi, c'est sûr. Mais ouais, en fait, je sais pas si tu connais Recto Verso.
Non. Du coup, en fait, c'est comme une carte et t'as plein de chemins et tout dessus. Et donc, ils font ça aussi. Enfin, du coup, nous, on suit ça et ils te balisent. Et après, on change aussi parce qu'on va faire plus que ce qu'ils prévoient. Et voilà. Ok, super, bon bah top. Et 10-11 kilos, bien, bravo. Ouais, on va essayer. Préparation de sac. Belle préparation de sac. Ouais, moi je pèse tout, mais je suis toujours quand même à 14-15. Je pense que ça sera toujours comme ça. Est-ce que tu fais d'autres choses dont tu as envie de nous parler ? Donc, je fais du piano aussi pour me détendre. Voilà, j'avais commencé plutôt âgée, j'ai commencé en 4e, tu vois. Ouais. Et ça va. Âgée, je croyais que tu allais me dire après mes 20 ans, tu vois, plutôt âgée en 4e. En fait, par rapport, j'étais la plus vieille par rapport au reste, tu vois. Ma petite sœur, elle a commencé la flûte, elle avait même pas 5 ans, tu vois. Enfin, donc du coup, c'est vrai que, au niveau de l'oreille, c'est pas du tout. Moi, j'avais déjà un peu de bouteille. Et donc, j'ai repris le piano cette année parce qu'avec les études, c'était un peu plus compliqué et tout. Et là, c'est vraiment mon petit moment où je joue. Et j'ai même, en fait, au Québec, quand j'étais partie là-bas, comme j'étais en orthopédagogie et que le sujet, c'était par rapport à la musique, ma directrice de stage, elle avait fait acheter un piano par le service. Et elle m'avait mis le piano à disposition en me disant, voilà, pendant que tu fais ton stage au Québec, tu vas pouvoir jouer au piano et tout, ça va te permettre de te détendre sur ton lieu de travail. Donc moi, oui, c'est très chouette. Donc là, j'ai demandé au labo en disant, si on a des sous en trop, ça peut être bien de mettre un piano au labo. Bon, ils sont pas tout à fait chauds, je comprends. Mais voilà, donc là, j'ai un piano électrique à la maison et ça fait du bien, en fait. Et mon chat adore. Ouais, mais justement, j'allais poser la question parce que je vois un arbre à chat derrière toi. Ah oui. Il y a un petit chat, donc très bien. Ton chat adore le piano ? Oui, il joue avec toi ? Non. Elle adore ? Non. Alors oui, c'est une femelle et non, elle ne joue pas avec moi. J'ai essayé je crois que c'est Berlioz dans les Aristochats et non, elle regarde. Pourrait, tu vois, essayer de taper sur des trucs, non ? Non. Comment elle s'appelle ? Yumi. Elle a quel âge ? Elle a 1 an. Elle a 1 an, ouais. Et c'est quoi comme chat ? C'est un chat de gouttière. Quelle couleur ? Tout noir avec une petite tache blanche. Trop mignonne. Elle est adorable. Désolée pour le petit moment chat, mais bon, voilà. En vrai, elle est arrivée au moment de ma thèse, du coup, au début, elle a été, tu vois, le fait de l'avoir aussi, quand tu es en télétravail, c'est quand même agréable d'avoir un petit compagnon. Oui. Moi, j'ai une chassistante, tu vois, ça fait 19 ans que j'ai une chassistante, heureusement qu'elle est là, quoi. Ouais. Là, elle est en train de pioncer et de ronfler comme pas possible dans la chambre, mais voilà, on ne l'entend pas pour une fois, ce qui est bien. Alors écoute, depuis quelques temps, je ne sais plus combien d'épisodes, mais depuis quelques épisodes, j'aime bien que les invités se posent des questions entre elles ou entre eux. Et donc, là, je vais te poser la question de Lucie, qui m'a demandé quelle était la découverte que tu aimerais faire et qui pourrait changer ta vision du domaine. C'est une bonne question. Ouais, c'est pas rien. Évident. En fait, découverte, tout dépend. Alors moi, je vais peut-être le prendre en contre-pied. Moi, je vais parler de découverte, pas forcément de découverte scientifique, mais de découverte humaine. Très bien. Parce que je me dis que, en fait, j'ai envie de rencontrer. C'est déjà arrivé et j'aimerais bien. Là, tu vois, je suis qu'en première de thèse, donc j'ai une année de thèse et j'aimerais bien donc rencontrer des gens qui vont pouvoir me faire évoluer sur des gens qui sont à fond dans la pédagogie peut-être et qui vont me partager toute leur passion et que je vais peut-être me dire tiens, c'est vraiment ça que je veux faire. Enfin, tu vois, je me dis ou alors voilà, j'ai envie de faire une découverte humaine. Ça peut être même un étudiant, tu vois, je sais pas. Donc quelqu'un qui va me faire découvrir un autre monde et peut-être me faire grandir aussi sur mon chemin pro, tu vois. J'aime beaucoup cette réponse. Et donc toi, est-ce que tu as une question pour la prochaine ou le prochain ? Je sais pas exactement. Je pense que c'est un prochain, mais je suis pas sûre. Et en fait, moi, c'est un peu la question, ça fait un peu ortho, mais c'est un peu le côté, si tu pouvais te voir toi au moment, par exemple, alors c'est plus Parcoursup, mais au lycée, qu'est-ce que tu dirais à ton ancien toi ? Parce que je sais que c'est quelque chose qui stresse beaucoup les jeunes. Au lycée, il faut qu'ils disent dans quoi ils vont s'orienter et tout. Et je me dis, peut-être d'avoir aussi des gens qui leur disent, d'avoir un conseil, ça peut aussi les rassurer sur l'après, en fait. Super, très bien. Donc, ton toi, que dirais-tu à ton toi du lycée ? Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup. Et écoute, on arrive à la fin du podcast. Je me rends compte qu'on a parlé d'orthophonie, mais on n'a pas exactement décrit
tout ce que ça comprend. Ouais. Est-ce que tu veux peut-être faire un petit point là-dessus avant qu'on fasse le mot de la fin? Oui, bien sûr. En fait, l'orthophonie, donc dans le sens ortho, les missions qu'on a en tant qu'orthophoniste ou l'orthophonie, ce que ça m'a apporté pour être là aujourd'hui? Non, l'orthophonie en général, parce que j'ai l'impression que c'est plus dans la tête des gens, j'ai l'impression que c'est très... Enfant. Ouais, très enfant, très j'ai du mal à prononcer des mots, du coup je vais chez l'orthophoniste. Ouais. Mais je pense qu'il y a un peu 1 milliard d'autres trucs. Totalement. En fait, les orthophonistes, elles ont donc les compétences de clinicienne. Dans les domaines que l'on prend en charge, il y a, comme j'ai dit pour mon frère, le trouble du langage oral, le trouble du langage écrit que tout le monde connaît sous le nom de dyslexie, dysorthographie. On a aussi les soucis en mathématiques. Donc là, ça va être, par exemple, difficulté de compréhension et tout. Mais on a aussi le côté un peu plus, je dirais, anatomie avec les personnes qui ont des soucis de voix. Par exemple, les personnes transgenres, on les accompagne dans leur transition de voix. On a aussi tout ce qui... Ouais, ça c'est... J'ai fait des stages et c'était très très enrichissant. De l'oralité aussi alimentaire, donc par exemple des petits qui ont du mal, enfin petits adultes, qui ont du mal à manger certains aliments. Enfin, tu vois, à l'hôpital, j'avais des jeunes à 7 ans, ils buvaient que du coca et des gâteaux. Donc toi, en tant qu'orthophoniste, t'accompagnes pour faire cette transition alimentaire et pour les désensibiliser à certaines textures, tu vois. Faut que je t'envoie certains amis. Du coup, moi je suis pas très. Enfin, voilà, tu vois, on parlait de choses. Je sais que je serais pas une bonne clinicienne. Enfin, ça c'est sûr. Ouais. Parce qu'en fait, je le sens. Enfin, j'aime beaucoup la relation avec les patients, mais je me sens pas compétente en tant que. Au niveau théorique. Après, c'est le stress de toutes les orthos. Au départ, on a peur de mal faire. Après, dans les autres domaines, il y a la surdité. Moi, c'est un des domaines que j'aime beaucoup. Donc, on accompagne pour ceux qui sont implantés cochléaires ou même les enfants, les tout petits, pour faire évoluer le langage chez les enfants sourds. Après, il y a tout ce qui est neuro. Ça, c'est un gros point. C'est pas le domaine que je préfère, mais les AVC, les traumas crâniens, tu vois, c'est hyper varié, en fait. Ouais, ok. En fait, c'est réapprendre à parler ou apprendre à parler dans plein de cas, ou écrire. C'est tout ce qui est communication. Utiliser sa bouche. Ouais. Pas forcément. Ouais, il y a le côté oralité bouche, mais il y a aussi le côté communication, tu vois. On est vraiment les professionnels de la communication, que ça soit de la communication orale, communication écrite, ou pour les sourds, des fois on peut les accompagner avec la langue des signes, tu vois. Super. Ah ouais, donc c'est vraiment énormément de choses. C'est ça. Non, parce que comme tu m'as dit, je vais poser une question très ortho, je me suis dit, il y a plus que juste... non, c'est parce que souvent on dit que les orthos, enfin quand j'étais en asso, on nous disait, ah oui, mais les orthos, c'est les petits poneys, vous êtes trop mignonnes, toutes gentilles, tu vois, c'est que des filles. Donc le côté un peu, qu'est-ce que tu dirais à ton toi du futur? Non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question, j'aime bien. Sur mon autre podcast, Simple, c'est un peu, il y a des conseils et c'est un peu l'idée justement de dire, qu'est-ce que tu te dirais à toi d'avant, tu vois, le conseil, c'est toujours ça. Bon, top. En tout cas, merci de nous avoir raconté tout ça. Merci pour ce partage. On va arriver à la fin du podcast. Et là, c'est le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ou sur lequel tu voudrais revenir avant de terminer ce podcast et de se dire au revoir? Je vais juste revenir sur la fin de mon parcours en tant qu'ortho, étudiante ortho, parce que c'est hyper important et je pense que ça va être le mot de la fin. Moi, on m'a pas mis des bâtons dans les roues, mais on m'a pas non plus poussée, tu vois, à faire ce que j'avais envie de faire. Ça a été un petit peu dur parce que j'ai fait de l'orthophonie de par mon histoire familiale, mais au final, c'était plutôt la psychologie qui m'intéressait et j'ai continué en ortho. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance d'être tombée sur Mathieu qui a cru en moi et qui m'a accompagnée, qui m'a aidée à développer mon plein de potentiel dans le monde de la recherche. Et en fait, c'est un peu le mot de la fin de se dire que il faut suivre son instinct. Si on se dit que dans les études dans lesquelles on est ou dans le domaine dans lequel on est, on se plaît pas, c'est pas grave, on a le droit de se réorienter ou on a le droit d'aller jusqu'au bout et de bifurquer sur la fin. Tant qu'on fait ce qu'on aime et on suit son instinct. Et il faut avoir les étoiles qui s'alignent, ça c'est vrai. Moi je les ai eues. Mais il faut aussi saisir sa chance et se donner tous les moyens pour le faire en fait. Donc c'est un peu un message en mode c'est normal de douter, c'est normal de se dire même en milieu de thèse en disant tiens, est-ce que c'est vraiment un sujet que j'aime bien? Enfin, j'ai rencontré des docs qui sont arrivés comme ça moitié d'année et qui aiment plus leur sujet. C'est normal de se dire ok, je peux me réorienter et il faut arrêter d'avoir cette pression constante de devoir faire un parcours tout lisse quoi. Ouais.
C'est très bien. Et je trouve que c'est hyper important de savoir ça et surtout de se dire c'est maintenant quoi. C'est-à-dire que quand on voit que ça va pas se dire ça ira mieux l'année prochaine et se retrouver 10 ans dans le même parcours et au final être vraiment beaucoup plus coincé. Mais voilà, il y a plein. En fait, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast parce qu'on a l'impression quand on voit les gens et on voit où ils en sont, on se dit ils ont un super parcours ou c'est un parcours lisse. Et ça veut pas dire que c'est un mauvais parcours quand c'est pas lisse d'ailleurs, mais on se dit c'est aller tout droit alors qu'en fait parfois il y a eu des doutes, parfois il y a eu des échecs, il y a eu des échecs à des concours, il y a eu des échecs à certaines autres choses. Et en fait c'est ça qui fait qui tu es. Et aussi parfois un échec ça permet de savoir de mieux recadrer et de mieux savoir ce que tu veux faire et si tu veux recommencer. Lucie dans l'épisode d'avant elle disait il y a plein de trucs sur lesquels elle a réussi mais la deuxième fois en fait. Et pas réussir après effectivement soit tu recadres ailleurs et tu te rends compte que tu as une autre voie qui te rend plus heureuse ou heureux, soit tu te dis je recommence et voilà. Mais c'est toujours intéressant de se dire il n'y a pas toute une voie. Et c'est vrai que quand tu es au lycée c'est vachement de pression parce qu'on te dit il faut choisir un truc et en gros ça va déterminer ta vie, sauf qu'en fait tu te rends compte très rapidement quand tu vieillis un petit peu, que tu es dedans, que en fait, non, c'est pas à 16 ans que tu dois choisir, tu passes ton temps à choisir entre droite et gauche, en fait. Et au final, des fois, tu prends un petit léger virage qui n'est pas finalement vraiment un virage, mais qui est plus un pivotage sur ta carrière et sur ton truc. Et c'est hyper important de ne pas louper ces virages si jamais on voit qu'on en a besoin, quoi. Carrément. Et puis en impro, on a un principe qui est l'erreur n'est pas signe d'échec. Au contraire, c'est un processus qui fait partie de la créativité et aussi un processus d'apprentissage. Donc, on a le droit de se tromper, au contraire, et du coup, ça nous permet de mieux nous améliorer. Donc, super. Voilà. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Marine. Écoute, merci à toi. Merci aux auditeurs. Oui, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, ceux et celles. Je mettrai le lien LinkedIn pour qu'ils puissent venir te contacter si jamais ils ont envie, elles ont envie de discuter plus. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.